Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Donc, comme vous avez dû le voir dans les annonces qui ont été diffusées et comme vous le voyez sur cette première slide qui apparaît, donc c'est un partenariat entre deux sections de la FPBN qu'on vous propose, donc la section SOPSI et la section NPP donc de la FPBN, dont on va vous reparler un tout petit peu après. Et vous avez vu le titre de ce qui nous réunit aujourd'hui, donc plainte d'hypersomnolence, innovation psychopharmacologique. Donc, on va parler de ces différents aspects pour faire très vite et resituer un petit peu avant la FPBN. Donc, il y a une demande évidemment qu'on vous formule, elle est reformulée à chaque fois. N'hésitez pas à devenir membre de la FPBN, vous vous rendez sur le site et vous verrez c'est extrêmement facile et extrêmement rapide pour pouvoir cotiser pour cette année. Et pour évoquer un tout petit peu rapidement les deux sections qui nous réunissent aujourd'hui, donc moi je vous parle de la section neuropsychopharmacologie que je co-anime donc avec Antoine Hirondi. On participe à de nombreux webinaires, vous avez dû le voir, ceux qui ont déjà été programmés, ceux qui le seront à l'avenir. Et puis, on participe à différentes choses, notamment, par exemple, les recommandations dépression résistante qui vont paraître très prochainement dans l'encéphale. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je laisse la parole à Pierre-Alexis Geoffroy qui va vous parler, lui, un petit peu de la section SOPSI. Merci Hervé et merci à tous d'être avec nous pour ce nouveau webinaire. Aussi donc de la section SOPSI, sommeil et psychiatrie, avec une section qui est animée avec la professeure Carmen Schroeder, pédopsychiatre. Et donc on est ravis de ce webinaire avec la section neuropsychopharmacologie qui là porte sur une thématique tout à fait centrale et d'actualité que sont les plaintes d'hypersomnolence. Il y en a de plus en plus en psychiatrie et se pose la question de comment les identifier, comment les traiter. On va essayer de répondre à ces questions avec vous. Si vous-même, vous avez des questions au cours de ce topo, eh bien, vous avez un onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions via cet onglet. Vous allez avoir 3 présentations de 15 minutes, puis 15 minutes de questions-réponses avec l'ensemble des 3 intervenants. Donc, sans plus attendre, je vais introduire le professeur Jean-Arthur Micoulo-Franchi, qui est professeur de physiologie, psychiatre, qui travaille en centre du sommeil à Bordeaux et qui va nous parler des différents visages de l'hypersomnolence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Alexis. Donc, les visages de l'hypersomnolence. Alors, voilà mes liens d'intérêt qui peuvent être importants par rapport à Jazz et Bioprojet, qui sont des traitements similaires, mais on va revenir dessus. Alors, pourquoi parler des innovations pharmacologiques? Parce qu'actuellement, il y a quand même peu d'innovations dans les champs des psychotropes et dans le champ du sommeil, que ce soit sur la somnolence ou une autre plainte importante du sommeil qui est l'insomnie. Il y a de nouvelles thérapeutiques et des nouvelles cibles pharmacologiques utilisées, que ce soit le pitolisant ou le solriamfétol pour les traitements de la somnolence. On reviendra dessus avec Hervé Javelot. Mais donc, il y a une actualité pharmacologique et un intérêt de plus en plus de l'industrie pharmaceutique pour les choses qui agissent sur les systèmes d'éveil, les traitements qui agissent sur les systèmes d'éveil. Mais quand on aborde ça, on se rend compte qu'il y a de multiples visages de l'hypersomnolence. Alors les visages, ça me fait penser aux personas que dans le théâtre romain on utilisait pour favoriser la transmission, mais c'était parler à travers. Et donc la question qu'on va se poser dans ce quart d'heure, c'est qu'est-ce qui est dit à travers cette plainte de somnolence, à la fois qu'est-ce qui est dit à travers pour qu'on sache un peu les causes de cette somnolence, mais également pour se rendre compte que ce qui est dit à travers peut varier en fonction d'où c'est dit. C'est-à-dire que le problème de l'hypersomnolence, c'est qu'on n'a pas forcément le même vocabulaire suivant qu'on se situe dans le champ de la psychiatrie ou de la médecine du sommeil. Il y a un enjeu actuellement qui est en train de se stabiliser sur ces enjeux de vocabulaire. C'est des choses qu'on travaille avec l'équipe de Montpellier, notamment Régis Lopez, puis avec les équipes de Bordeaux, Vincent Martin ou Christophe Gau. Donc, ces enjeux de somnolence, on peut le retrouver déjà, le premier visage de l'hypersomnolence, c'est celui du DSM, hein, c'est un peu notre bible nosographique. Et quand on cherche le mot somnolence ou hypersomnie, on tombe sur ce mot hypersomnie. Donc, c'est un des critères pour poser le diagnostic de trouble dépressif caractérisé. Et donc, on le retrouve dans ces critères. Et la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire hypersomnie? Alors, quand on regarde le glossaire du DSM, il y a marqué tendance excessive à dormir comme en témoigne un allongement du temps de sommeil, une difficulté à rester éveillé le jour ou des épisodes non désirés de sommeil au cours de la journée. On va voir qu'en fait, cette définition, dans le monde du sommeil, ça s'appelle plutôt hypersomnolence. Donc déjà, il y a une difficulté parce que quand on regarde la littérature dans les troubles psychiatriques qui s'intéressent à la fréquence de l'hypersomnie, par exemple,
dans les troubles dépressifs, un médecin du sommeil il verrait uniquement un symptôme qui est lié à l'allongement du temps de sommeil, qui est la définition de l'hypersomnie. Donc, l'enjeu, c'est où se trouve la somnolence et comment la phénotyper sémiologiquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la somnolence, elle se trouve comme une maladie, c'est le trouble hypersomnolence. Alors, en français, on a retiré le mot disorder, mais c'est intéressant de l'avoir quand on est en anglais, c'est hypersomnolence disorder, donc le trouble hypersomnolence. Il existe dans la catégorie du trouble du sommeil. Et là, on parle vraiment d'hypersomnolence. Et on peut voir que le mot, mais cette section a été faite par les médecins du sommeil, se retrouve tout au long du texte. Là, j'ai fait juste un pomme F pour voir où le mot somnolence, hypersomnolence apparaît. Et le mot hypersomnie, qui est pourtant un critère pour le trouble dépressif caractérisé, ne se retrouve plus comme central, mais c'est vraiment le terme de somnolence qui se retrouve. Donc, à travers ce visage du DSM, se pose la question d'utiliser les bons termes et d'utiliser des termes qui soient compréhensibles en fonction des différentes communautés. Ce qui est sûr, c'est que le terme hypersomnie dans le critère de trouble dépressif caractérisé est très probablement inapproprié pour pouvoir favoriser la communication entre les communautés. Donc, il y a également l'échelle d'Epworth qui est utilisée, et c'est généralement ce deuxième visage qu'on a en tête quand on parle de somnolence, c'est l'échelle d'Epworth. Alors l'échelle d'Epworth, c'est celle qui est la plus connue pour évaluer la somnolence, mais on voit déjà qu'il y a un souci, à travers ce visage, on voit différentes traductions. Il n'y a qu'une traduction québécoise qui a été validée, il n'y a pas de traduction française, pourtant c'est une des échelles les plus citées dans la communauté du sommeil, mais on voit que le dispositif de réponse peut être avec le terme s'assoupir, avec le terme sans somnolence ou avec le terme s'endormir. Et on voit que les dispositifs de réponse peuvent influencer fortement ce que les personnes répondent au regard de leur plainte. Donc, troisième visage, c'est les recommandations. C'est le monde du sommeil, qu'est-ce qu'elles disent, et les recommandations sur l'hypersomnolence, qu'est-ce qu'elles disent. Alors, on voit là l'équipe de Montpellier, Yves de Villiers, donc au niveau européen, ils se sont réunis pour aborder ces troubles hypersomnolence, et tout un enjeu a été fait sur des enjeux de définition. Donc, les enjeux de définition autour de la somnolence ont permis de différencier différents types de somnolence. Et dans toutes ces définitions, ce qui est important, c'est de voir que l'hypersomnie là, du DSM, elle n'est pas du tout définie pareil par la communauté du sommeil. L'hypersomnie, c'est un allongement objectif du temps total de sommeil. Donc, c'est sur celle-ci qu'on peut s'arrêter. Ensuite, il y a la plainte de somnolence la journée, l'excessive daytime sleepiness. Et puis, une troisième plainte qui est importante, c'est l'inertie du sommeil. Et en fait, on voit que l'hypersomnolence, c'est l'association de l'allongement du temps de sommeil et de la baisse du niveau d'éveil la journée, les plaintes de somnolence diurne excessive. Donc, la communauté s'est regroupée dans ce monde du sommeil pour essayer de mieux phénotyper cette somnolence, mais bien souvent, c'est centré autour des maladies qu'on appelle les troubles hypersomnie idiopathiques, qui est une maladie assez caractérisée par un allongement du temps de sommeil. Donc. Et il y a eu des recommandations récentes pour essayer de se poser la question autour des maladies rares de l'hypersomnolence, les troubles hypersomnie, les narcolepsies de type 1, de type 2, comment se retrouvent les différentes plaintes d'hypersomnolence qu'on retrouve dans ces maladies. Mais si elle permet de différencier différents types de troubles hypersomnolence liés à des maladies rares, on peut se poser la question de comment on peut faire pour les autres plaintes d'hypersomnolence que nous, on retrouve dans les troubles de l'humeur, MDD et BPD, dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou dans la dette de sommeil chronique. Et on voit dans ce tableau, dans la publication que je vous disais sur l'hypersomnie, ils essayent de distinguer la sémiologie, mais ce qui est dommage, c'est que dans les caractéristiques, ils ne spécifient pas sur le type de somnolence elle-même. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur une approche multidimensionnelle de l'hypersomnolence. Ça va avoir un enjeu sémiologique, un enjeu pour trouver les causes, mais également un enjeu thérapeutique. Donc, cette approche de l'hypersomnolence peut se faire à travers les outils qu'on utilise pour évaluer l'hypersomnolence. Et on en est abouti à dire que l'hypersomnolence, en fait, c'est quelque chose de multidimensionnel. Donc, après l'introduction qui essaie de vous montrer les différents visages, ça, c'est une synthèse qui pourrait être utile pour le monde de la psychiatrie s'intéressant à la somnolence. On voit 3 dimensions, la somnolence diurne excessive, la quantité excessive de sommeil et les perturbations du réveil. La quantité excessive du sommeil, c'est quand on a une plainte relative à une durée de sommeil
trop allongé, c'est ce qu'on peut appeler l'hypersomnie. Et c'est ce que le DSM, en utilisant l'hypersomnie, se trompe, puisque, enfin, en tout cas, peut nous confuser, puisque le terme hypersomnie dans le critère de trouble dépressif caractérisé, on pourra en discuter avec Pierre-Alexis, mais réfère plutôt à de la somnolence diurne excessive. Dans la somnolence diurne excessive, c'est intéressant, on peut distinguer deux choses importantes au niveau clinique. Mais en fait, c'est la somnolence en termes de drowsiness, c'est la baisse du niveau d'éveil, l'impression d'être un peu dans le brouillard, et la sleepiness. Et là, c'est vraiment le fait de lutter contre l'endormissement. Et on voit que parfois, les dispositifs de réponse de l'échelle des Poir's peuvent rendre confus ces deux termes. Et puis, au niveau des perturbations du réveil, on a donc tout ce qui est inertie du sommeil jusqu'à la confusion du réveil, l'impression d'être confus au moment du réveil, et jusqu'à l'impossibilité à se réveiller. Et ça, c'est ce qui peut se retrouver dans l'hypersomnie idiopathique, mais qu'on peut retrouver aussi dans les troubles psychiatriques. Donc, vous voyez une approche dimensionnelle comme ça de la somnolence qui fait qu'à partir d'une terminologie qui semble confuse, on aboutit progressivement à un raffinement sémiologique autour de l'hypersomnolence. Ce raffinement sémiologique, ce n'est pas uniquement pour faire de la botanique, c'est surtout utile parce que on fait l'hypothèse qu'à travers ce raffinement physiologique, des mécanismes de somnolence, d'hypersomnolence sont impliqués différentiellement. Ce n'est pas les mêmes choses qui impliquent une quantité excessive de sommeil, une somnolence diurne excessive, une perduration du réveil, mais ce n'est également pas les mêmes troubles qui seraient derrière, et ce n'est probablement pas les mêmes traitements qu'on pourrait utiliser pour ces différentes choses. Alors, l'intérêt, ce serait d'évaluer de manière phénotypique, comme ça, dimensionnelle, les différents troubles. Et par exemple, dans l'hypersomnolence associée aux troubles dépressifs, certaines dimensions seraient plus altérées et altérées de manière différente dans le TDAH, dans la narcolepsie type 1, de type 2 ou le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, afin de faire comme ça des profils d'hypersomnolence différenciés. Alors, quand on essaye de faire ces profils d'hypersomnolence, c'est ce que je vous disais, ça permet d'avoir une perspective psychophysiologique. C'est l'idée qu'à travers cette différentes dimensions de l'hypersomnolence, il y aura différents outils qui permettront de les mesurer, différents outils à la fois en termes de questionnaire, à la fois également en termes d'outils permettant d'évaluer le comportement en lien avec cette somnolence, mais également d'outils électrophysiologiques pour mesurer les activités cérébrales en lien à modifier, en lien avec ces plaintes d'hypersomnolence. Donc c'est du travail en cours, ça, mais c'est la visée qu'il y a à travers cette visée phénotypique dimensionnelle physiologique. Donc différents outils en fonction des différentes dimensions de l'hypersomnolence qui peuvent être utilisés, à la fois des questionnaires, mais également des mesures donc objectives, que ce soit comportementales ou neurophysiologiques, afin de mieux évaluer les mécanismes qu'il y a derrière, pour les relier à des troubles et pour essayer de mettre des traitements appropriés. Alors actuellement, il y a une échelle qui est en cours de validation qui permet d'évaluer toutes ces dimensions et qui gagne à être utilisée pour envisager une meilleure phénotypage de l'efficacité de tous ces traitements éveillants qui sont disponibles pour traiter la somnolence, et en fonction du type d'hypersomnolence, des traitements différents pourraient être envisagés. Et donc, c'est l'enjeu là de voir ça dans ce séminaire, de voir à la fois ces types d'hypersomnolence, comment on pourrait mieux les phénotyper dans les troubles de l'humeur notamment, et également comment se comporter face aux nouveaux traitements qui arrivent et auxquels en psychiatrie on sera de plus en plus confronté. Donc je donne la parole à Pierre-Alexis Geoffroy, donc, qui est professeur de psychiatrie, qui a l'originalité d'avoir monté le centre Chronos d'évaluation du sommeil spécifiquement en psychiatrie à l'hôpital Bichat, pour nous parler plus spécifiquement de ces plaintes d'hypersomnolence, donc en fonction de ces différentes dimensions d'hypersomnolence, dans les troubles de l'humeur. Merci beaucoup Jean-Arthur. Et donc voilà, oui, l'idée là est de vous finalement de rentrer un peu dans le concret avec une illustration dans les troubles de l'humeur qui sont finalement la situation clinique la plus fréquente en tant que psychiatre, en tant que médecin, vous rencontrez. C'est-à-dire, face à cette plainte d'hypersomnolence et de dépression, que puis-je faire? Comment puis-je faire? Et quels sont les différents niveaux de preuve? Et c'est ces questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Là encore, comme Jean-Arthur, j'ai des conflits d'intérêts avec les industries pharmaceutiques qui participent à la production de ces traitements éveillants, mais avec d'autres aussi industriels du sommeil.
Alors, vous vous rappelez hein, que c'est tout à fait central. Là, ici, on a résumé sur cette étude la plainte rapportée par les patients au cours d'un épisode aigu de l'humeur. La règle, c'est globalement d'en avoir. Hein. Seulement 8% ne rapportent pas de plainte. Et finalement, même quand on regarde ces 8%, ils ont également, eux aussi, des anomalies dont ils ne se plaignent pas. Et parmi les grands types de plaintes dont Jean-Arthur vous a bien expliqué et détaillé les différentes dimensions, dans cette grande famille qu'on appelle la plainte d'hypersomnolence, eh bien, c'est la moitié des patients qui, au cours d'un épisode dépressif, vont pouvoir se plaindre de cette plainte d'hypersomnolence. Donc, c'est très fréquent. Malheureusement, ça peut rester. Ici, je vous ai mis l'exemple d'un tracé d'actigraphie, où là, évidemment, on n'a pas besoin de rentrer dans les chiffres. On s'aperçoit, donc en noir, c'est quand le patient bouge. Ici, du coup, vous avez les nuits supposées au milieu, et puis la seconde journée qui s'enchaîne. Après ce tracé qui paraît à peu près normal et synchronisé avec, vous le voyez, un coucher vers minuit, 1h et un lever vers 8-9 heures, apparaît malheureusement chez ce patient qui était en rémission mais qui se plaignait de son sommeil, qui venait me voir pour une plainte de sommeil. Eh bien, ce patient présente une rechute dépressive avec l'apparition d'une plainte d'hypersomnolence qu'il faudra caractériser. Et vous le voyez là, tout de suite, c'est déjà une petite subtilité qu'on a en psychiatrie par rapport peut-être à certaines pathologies d'hypersomnolence centrale au cours du sommeil. Une nuit à l'autre, une symptomatologie qui peut varier, avec globalement un temps total de sommeil augmenté, probablement une inertie du réveil un peu plus importante, et un patient qui est globalement beaucoup moins actif au cours de la journée, peut-être des excès de sommeil. En tout cas, c'est visible à l'œil nu, et c'est du coup des plaintes qui sont très impactantes en termes de retentissement fonctionnel chez le patient. On a 3 grandes choses, mais vous avez vu avec la présentation de Jean-Arthur que c'était assez fin et qu'il y avait pour chaque grande dimension eh bien, des explorations paracliniques ou par questionnaire qui peuvent permettre de résumer et préciser ces différentes dimensions. Il y a le temps total de sommeil qui peut être augmenté, qu'on appelle donc plutôt hypersomnie. Et souvent en psychiatrie, on n'a que ça en tête. Mais on a 2 autres grandes dimensions qu'il va falloir rechercher. Une pathologie plus du jour, qui est la somnolence diurne excessive. Donc, ce sont des accès irrépressibles de sommeil en journée. Et ce sont des inerties de sommeil ou inerties de réveil, devrait-on plutôt dire, c'est-à-dire des patients qui ont du mal à passer d'une phase de sommeil à une phase d'éveil et donc des défauts de vigilance au réveil. Alors, l'ennui, c'est que c'est très fréquent, ça, on en a parlé. Ça dépend aussi un peu du sous-type de dépression. Et là encore, j'ai vu que Geoffroy Solélac s'était connecté. On est un certain nombre à s'intéresser à ces sous-types de dépression pour mieux comprendre ces patients-là. Donc, la prévalence varie. Vous savez que les dépressions saisonnières l'hiver sont très hypersomnolentes. Les troubles bipolaires sont surreprésentés en hypersomnolence par rapport aux troubles unipolaires. Mais quand cette caractéristique est présente, on sait qu'elle est associée à des épisodes qui sont plus sévères et plus résistants aux thérapeutiques. L'autre élément important à dire en introduction sur le traitement de l'hypersomnolence dans la dépression, c'est d'aller rechercher toujours chez nos patients des origines iatrogènes. Nos traitements psychotropes peuvent parfois être donnés le soir, être stimulants et donc entraîner des mauvaises qualités de sommeil, ou à l'inverse, être sédatifs en journée, et pour l'hypersomnolence, c'est le plus fréquent. Donc, avant de sauter sur les diagnostics d'hypersomnie centrale, évidemment, il va falloir se poser la question des traitements et de leur horaire d'administration. Tout de suite après vient la question des apnées du sommeil. Pourquoi elle vient après? Parce que l'hypersomnolence, et notamment la somnolence diurne excessive, est vraiment un des points d'appel clinique qui doit vous faire penser aux apnées la nuit. C'est 1/4 des patients avec troubles bipolaires. La méta-analyse de Stubbs, sur notre cohorte française, on avait 140 patients, ont retrouvé cette même prévalence. C'est un lien qui est bidirectionnel puisque les patients apnéiques sans trouble de l'humeur vont présenter pour un tiers d'entre eux également des symptômes dépressifs. Donc, il y a quelque chose de très lié entre apnée et dépression. Et donc, toujours, chez nos patients thymiques, rechercher ces apnées. La prévalence est tellement monstrueuse que ce dépistage devrait être fait de manière systématique. On le fait chez les patients hypertendus, on le fait chez les patients diabétiques, chez les patients avec trouble de l'humeur, on doit le faire. Et d'ailleurs, c'était l'un des messages que nous avions donné avec Jean-Arthur sur l'une de nos publications sur les apnées.
Se pose la question du syndrome de retard de phase juste après. Est-ce que finalement le patient a la bonne fenêtre de sommeil au niveau de son horloge biologique ou est-ce qu'il est décalé? S'il est décalé, eh bien, il est peut-être en privation de sommeil avec un lever matinal qui est trop tôt, un coucher qui est trop tardif, donc une privation de sommeil qui va entraîner de la somnolence en journée. Et là, on a des thérapies spécifiques chronothérapeutiques qui vont permettre de resynchroniser l'horloge. C'est là aussi un quart des patients, donc très fréquent. Se pose aussi évidemment toujours la question de la somnolence liée à la dépression et du renforcement des stratégies antidépresseurs. Et j'ai pour habitude de dire que le premier traitement de l'hypersomnolence, toutes causes confondues, ce sont les antidépresseurs. Ce ne sont pas les traitements éveillants. Là, on va vous parler de traitements éveillants, mais le traitement éveillant le plus prescrit, ce sont les antidépresseurs face aux plaintes d'hypersomnolence. Et enfin, une fois qu'on a éliminé toutes ces pathologies-là, on oriente à des centres d'exploration du sommeil et peut se poser la question des hypersomnolences centrales, que sont la narcolepsie ou les hypersomnies idiopathiques ou les somnolences résiduelles chez les patients apnéiques bien traités par PPC. Et je dois vous dire que ce sont dans les narcolepsies et dans la somnolence résiduelle aux apnées qu'actuellement, l'AMM de ces traitements éveillants existe. Ce que je vais vous évoquer par la suite en termes de recommandations, on est hors AMM. Donc l'hors AMM, comme dit un de nos amis, c'est du ski hors piste, d'accord? Donc c'est-à-dire, d'abord, c'est une information à partager avec le patient, c'est un accord à avoir du patient, et tout doit être tracé, et c'est en l'absence d'autres thérapeutiques ou des résistances thérapeutiques. Donc l'AMM n'existe pas actuellement dans la dépression. Alors, comment traiter l'hypersomnolence? Tout d'abord, toujours commencer par une partie comportementale. Avant de se jeter sur les traitements, il va falloir traiter cette question de la dette de sommeil, de la privation de sommeil. Mettre un traitement éveillant chez quelqu'un qui dort 4-5 heures parce que, par exemple, le dernier patient que j'ai eu avec une plainte d'hypersomnolence, c'était un patient qui était boulanger, qui en plus avait un retard de phase de sommeil, donc qui dormait 4 heures par nuit. Bon, je peux sauter sur les traitements éveillants, mais je vais d'abord essayer de traiter sa privation de sommeil avant de sauter sur les traitements éveillants. Je vais essayer de voir ce qui reste. Bon, il se trouve qu'il avait un TOC en plus, donc il a en plus eu des antidépresseurs pour son TOC et une prise en charge TOC, mais il y avait une privation de sommeil très très nette et il faut la traiter avant. La question des excitants, et notamment le soir, vous savez, pas de café après 16 heures, il y en a qui prennent du Red Bull, qui prennent un certain nombre d'autres psychostimulants. Là aussi, il va falloir faire une enquête de police pour savoir quelles sont les prises et les habitudes de vie du sujet. La question de la perte de poids qui va entraîner des apnées, là aussi, s'il y a une obésité, s'il y a des comportements alimentaires nocturnes ou avant le coucher, etc., tout ça, c'est des choses que vous allez devoir rechercher et traiter. Le traitement étiologique, on a évoqué un certain nombre de traitements et de causes pneumologiques, neurologiques, qu'il va falloir rechercher et traiter si elles sont présentes. Et lorsqu'on a confirmé une narcolepsie ou une hypersomnie centrale, il existe différents traitements éveillants dont va vous reparler notre expert en pharmacologie, Hervé Javelot, juste après. Et donc, brièvement, et Hervé me corrigera, nous avons différentes classes. Le modafinil, que vous connaissez, hein, le modiodal, qui, globalement, on ne sait pas trop comment marche le modiodal. Voilà, alors Hervé sait peut-être, mais globalement, on ne sait pas trop. Globalement, ça va augmenter la transmission histaminergique et noradrénergique. Il y a le méthylphénidate, la ritaline, qui va inhiber la récapture de la dopamine et de la noradrénaline. Donc, tout ça, ce sont des axes, et on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais ce sont des axes dans le cerveau profond qui vont stimuler les systèmes d'éveil, d'accord, et maintenir le cerveau éveillé. Le sodium oxybate, le Xyrem, là, on ne va pas en parler aujourd'hui, hein, c'est surtout pour tout ce qui est catalepsie dans la narcolepsie. Le pitolisant, ou Wakix aux AWAD, en fonction de l'indication, aux AWAD plus pour la somnolence résiduelle chez les apnéiques, qui est un traitement assez intéressant, hein, parce qu'un nouveau mécanisme d'action avec antagonisme agoniste inverse des récepteurs histaminergiques H3, qui est plutôt bien toléré, on va le revoir chez nos patients avec troubles psychiatriques, et le solriamfétol ou Sunosi, qui là va inhiber la recapture de la dopamine ou de la noradrénaline, et qui fait partie de ces nouveaux traitements dont on va vous reparler un peu plus, Hervé, juste après. Alors, les niveaux de preuve en pratique clinique existent surtout sur le modiodal, sur le modafinil. C'est probablement un des plus vieux qu'on ait. On a des méta-analyses et, comme vous le voyez ici, un effet significatif du modiodal dans la dépression, que ce soit bipolaire ou unipolaire. Et on observe un effet qui est
supérieure dans la dépression bipolaire à la dépression unipolaire. Chez les sujets âgés, c'est souvent une question qu'on a, le méthylphénidate a, là aussi, sur cette étude, montré des intérêts. Les carrés, c'est de la bithérapie, antidépresseur plus méthylphénidate. Attention, hein, on est toujours sur des traitements d'add-on, sur des traitements d'augmentation. Un patient déprimé, il est traité par les stratégies antidépresseurs classiques. Et s'il reste des dimensions d'hypersomnolence, on peut proposer des stratégies hors AMM combinées avec les traitements antidépresseurs, mais jamais seuls. Et donc, on voit un effet qui se maintient dans le temps de diminution du score de sévérité de la dépression et qui est supérieur à la bithérapie, citalopram plus méthylphénidate versus citalopram seul ou méthylphénidate seul. Ce qui donne des recours internationaux où on a surtout donc des niveaux de preuve sur le modiodal, donc qui apparaît en traitement de seconde ligne de la dépression, et le méthylphénidate dont je viens de vous parler, qui apparaît plutôt en niveau 3 du traitement de la dépression. Dans la dépression bipolaire, seulement apparaît en traitement de troisième ligne le modiodal sans données sur la Ritaline qui est malgré tout parfois donnée. Et du coup en quatrième ou cinquième attention. Là, dans cette méta-analyse, je passe rapidement, mais donc regardez le taux de réponse, une diminution de 50% du score de sévérité de la dépression ou carrément une rémission complète des symptômes. Le seuil de significativité est atteint pour le modiodal, n'est pas atteint pour le méthylphénidate, même s'il y a une tendance positive. Et dans la rémission complète, là, c'est non significatif, mais on a une tendance de ces deux traitements à l'atteinte du meilleur. Mais vous voyez que les intervalles sont assez importants et donc, malheureusement, des études qui sont assez hétérogènes. Alors, le pitolisant, ce sont donc ces nouvelles molécules dont on va vous reparler, sont plutôt bien tolérées. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer sur ces données. C'est d'ailleurs la conclusion des auteurs, hein, que les données de sécurité n'ont pas observé d'inquiétude sur la dépression. Hein. On a une augmentation du score à la BEC de dépression très léger. Enfin, vous voyez, même ça diminue un peu d'ailleurs, donc il n'y a pas d'augmentation. Ça stagne. Et on a une augmentation des gens qui présenteraient une dépression sévère, 16% qui en avaient au début de l'étude et 19% à la fin de l'étude. Donc, on est vraiment dans des ranges. Voilà. On a eu 5 dépressions au cours de l'étude, 2 qui ont été reliées directement au pitolisant, un DJ1, donc pas imputable à la molécule, et puis 2 qui ont présenté une aggravation de la dépression préexistante. Il n'y a pas d'allongement du QT comme avec certains traitements psychotropes. Alors là, j'ai voulu vous montrer cette étude parce qu'elle est intéressante. C'est une étude en vraie vie en Italie où ils ont regardé finalement quelles étaient l'habitude de prescription des médecins de cette nouvelle molécule, le Wakix, le pitolisant. Et pour vous dire que globalement, quand un patient est déprimé, c'est le petit carré en bas à droite, eh bien, il est davantage traité par ce pitolisant. Donc, les gens qui n'ont jamais eu de traitement éveillant, qui ont une dépression, vont être davantage placés sous ce pitolisant. Et donc, finalement, l'habitude des médecins italiens, c'est que face à une dépression, on va plutôt aller vers ce pitolisant qui serait possiblement bien toléré chez nos sujets avec patients déprimés. Mais là encore, je le dis avec beaucoup de limites, vous voyez bien que je prends beaucoup de pincettes parce qu'on nécessite vraiment beaucoup plus d'études, on n'en a pas, hein, chez des patients qui sont déprimés en traitement add-on de la dépression. Donc, ce sont des éléments indirects que je suis en train de vous présenter là. Le solriamfetol ou Sunosi, là, une très belle étude, mais pas faite chez des patients déprimés, là encore, dans la narcolepsie ici et chez les patients apnéiques ici. Là, vous avez le placebo en gris, et puis vous avez des doses de solriamfetol qui augmentent. Donc, vous voyez un effet dose sur le temps mis par les patients pour s'endormir, sur les tests itératifs de l'endormissement, et sur la somnolence, on voit une amélioration des scores de somnolence, les patients sont moins somnolents. Donc, il y a un effet tout à fait dose, et ça marche aussi bien que vous ayez des antécédents de dépression ou pas d'antécédents de dépression. Donc, nos patients déprimés bénéficient de la même manière de ce traitement éveillant sur la somnolence. Question tolérance. Antécédents de dépression, pas d'antécédents de dépression, pas de différence. C'est aussi bien toléré, y compris pour les symptômes psychiatriques. Et ils ont aussi regardé chez les patients traités par antidépresseurs versus pas d'antidépresseurs. C'est pareil, même tolérance, pas de différence de la tolérance dépressive.
Un mot rapide pour vous dire que la luminothérapie est un traitement qui agit sur la somnolence. C'est une étude qu'on a fait avec nos collègues de Strasbourg chez des patients privés de sommeil. Et vous savez que chez les gens qui sont privés de sommeil, c'est le problème des gardes de nuit, par exemple. Eh bien, le risque, c'est l'accident en voiture lié à la somnolence. Et donc, si on met de la lumière après la privation de sommeil, on a une diminution de la somnolence très nette, que ça soit par les lunettes de luminothérapie ou que ça soit par la lampe de luminothérapie par rapport à un contrôle. Donc, la lumière est aussi un traitement qui est boostant et qui va maintenir l'état de vigilance chez les patients et qui peut être utilisé dans la dépression. Vous savez aussi que la luminothérapie a un traitement antidépresseur qui a une taille d'effet équivalente aux antidépresseurs, donc une stratégie qui peut être à la fois antidépresseur et promotrice de l'éveil. Et puis, on a une tolérance, là aussi, qui est bonne chez les patients, ici des patients non déprimés versus placebo. Donc, en conclusion, vous avez vu que devant une plainte d'hypersomnolence, c'est d'abord faire le bilan de cette plainte d'hypersomnolence et d'aller éliminer toutes les autres causes de iatrogénie, d'apnée, de retard de phase, de troubles psychiatriques associés. De toujours prendre en charge comportementalement cette hypersomnolence, la dette, les excitants, la perte de poids, toujours traiter l'étiologie. Et quand il y a une hypersomnolence associée à un trouble de l'humeur, de penser à la luminothérapie ou au traitement éveillant hors AMM, toujours dans le cadre d'un bilan cardiovasculaire. Et là, Hervé va pouvoir vous en reparler un petit peu. Donc, surtout des niveaux de preuve sur le modafinil et le méthylphénidate, niveau 2, niveau 3. Pitolisant sans orienfétol, il n'y a pas d'indication actuellement. Il y a plutôt une bonne tolérance qui est observée et à confirmer. Et le Xyrem, le sodium oxybate, là, c'est plutôt contre-indiqué dans le trouble de l'humeur parce que vous avez un risque en plus d'induction d'épisodes dépressifs ou épisodes maniaques. C'est vraiment dans la narcolepsie et dans la cataplexie. Voilà. Et donc, je passe maintenant la parole à Hervé Javelot, donc pharmacien, en centre de ressources et expertise en psychopharmacologie. CREP, c'est facile à retenir. Et merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci Pierre-Alexis pour la transition, merci Jean-Arthur donc pour les éléments initiaux. Donc en fait, ma présentation va revenir un petit peu sur les éléments qui ont été présentés par mes collègues, donc en fait sur le versant des médicaments. Et puis pour aborder finalement ce que j'ai noté comme titre, donc les enjeux pharmacologiques des traitements éveillants, on va revenir à des petits concepts rapidement autour de la neurobiologie, des aspects neuroscientifiques qui permettent un peu de comprendre finalement comment ces traitements sont susceptibles de marcher dans les contextes dans lesquels on les utilise. Alors, sur ces aspects neuroscientifiques, il y a deux grandes choses qu'on va évoquer. Il y a la notion d'interrupteur veille-sommeil. Vous reconnaissez sans doute ces petits schémas, ils sont un peu modifiés, mais c'est ceux issus de Stahl, qui est un grand communicant très pédagogue donc pour les aspects de la psychopharmacologie. Et puis, on parlera au-delà de cet interrupteur veille-sommeil, vous allez le voir, qui est centré sur une action au niveau de l'hypothalamus. On abordera un petit peu la notion de boucle, finalement, de l'éveil, qui va avoir un élément central, notamment au niveau de l'activité thalamique. Pour en revenir à l'interrupteur veille-sommeil, cet interrupteur veille-sommeil, la façon dont il va marcher, il va impliquer à la fois le cortex, que vous voyez représenté sur le schéma, donc de manière supérieure, en haut, et puis ce qu'on voit en dessous, c'est l'ensemble d'un certain nombre de structures hypothalamiques qui vont avoir un rôle fondamental justement dans cette régulation de l'éveil et de la mise en sommeil. Ces structures hypothalamiques, on en cite tout d'abord deux, c'est celles que vous voyez donc représentées un peu plus en gros, donc en gauche et à droite, le TMN et puis le VLPO. Donc en fait, quand on va être en état de veille, donc cet état d'activation, l'état ON, c'est le promoteur de la veille, la structure que vous voyez représentée sur la gauche, le TMN, ou noyau tubéro-mammillaire, qui est actif. A contrario, celui que vous voyez représenté en grisé donc, au niveau du texte, donc ce qui est en off, c'est le promoteur de l'éveil, on n'a pas besoin de lui et on souhaite même qu'il soit inhibé, c'est le VLPO, donc un nom un peu barbare, le noyau ventrolatéral préoptique. Et donc, sur le petit jeu qui va se faire entre ces deux structures, quand on va être dans l'état d'éveil, c'est bien sûr ce promoteur de la veille qui va être actif, et il va y avoir une libération d'histamine double dans deux zones en particulier, donc en fait au niveau cortical, donc pour participer à l'activation de cette même structure, l'activation corticale, et à contrario, une inhibition, donc toujours par la voie de l'histamine, du VLPO, donc de ce noyau qu'on a cité précédemment. Et donc, à contrario, donc on le voit, le promoteur du sommeil, lui,
est complètement éteint, donc théoriquement, sur cette période-là. Vous voyez d'autres petites structures accessoires qui sont notées. Vous voyez le noyau latéral de l'hypothalamus qui est représenté au-dessus. Lui, il va contribuer en fait de l'état d'éveil, à soutenir l'éveil. Il va y avoir des neurones à orexine, hypocrétine qui vont s'y trouver. Et en réalité, dans l'état justement de la narcolepsie avec ou sans cataplexie, vous allez avoir justement en fait un amenuisement, voire par exemple une disparition complète, parfois de la libération de l'orexine dans ces structures-là. Et puis l'autre structure que vous voyez représentée en bas, donc le SCN, c'est le noyau suprachiasmatique, et qui va être un noyau extrêmement important. En fait, on parle de pacemaker, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir soutenir soit un état, soit l'autre, soit la promotion de l'éveil, soit finalement la promotion du sommeil. Et ce noyau suprachiasmatique va être sous l'influence notamment de neurones de la mélatonine. Donc, il va être sensible à la mélatonine. Alors, quand on se met dans l'optique opposée à ce que je viens de citer là, donc c'est-à-dire en fait là, on a activé le bouton off, on est sur le versant sommeil, donc on a le promoteur du sommeil cette fois-ci qui est actif, donc notre VLPO qu'on avait cité avant. Et là, cette fois-ci, ça va être une libération GABAergique à partir de ce VLPO qui va venir inhiber donc le TMN, donc le noyau tubéro-mammillaire. Et donc là, cette fois-ci, on va avoir une inhibition de l'état d'éveil et donc en fait une déconnexion de l'activité corticale en lien avec cela. Donc c'est-à-dire en fait, on se met en repos et donc on vient inhiber la structure qui, elle, soutient l'éveil. On a basculé sur le côté promotion du sommeil. Alors, à ces petits éléments-là, on associe une boucle. Vous savez qu'il y a plusieurs boucles neurophysiologiques qu'on peut décrire. On peut décrire des boucles dans le mouvement. On décrit aussi une boucle pour l'éveil qui va être la boucle cortico-striato-thalamocorticale. Donc, on part du cortex et on y revient. Et on va intégrer le striatum et le thalamus dans cette boucle. On va avoir des afférences glutamatergiques qui vont faire ces éléments de connexion entre le thalamus et le cortex et entre le cortex et le striatum. Mais on va avoir, vous voyez, des afférences GABAergiques qui vont se projeter du striatum vers le thalamus et dans une zone bien particulière du thalamus dont on va parler en disant que c'est le filtre thalamique. Le filtre thalamique, c'est quoi? C'est simplement en fait un filtre des afférences sensorielles. Quand c'est activé, qu'on a une hyperactivation de ce filtre, on va bloquer le passage des afférences sensorielles. Donc, on va avoir un état de déconnexion pour le cortex préfrontal du traitement de l'information. Et à contrario, quand ce filtre n'est pas activé, il n'est pas bloquant, on va pouvoir recevoir les afférences sensorielles et donc on va être dans un état d'activation d'éveil. Et ce qu'on peut supposer dans les cas où finalement on va accéder en fait au sommeil de manière inappropriée, je suis trop fatigué en journée ou je sombre complètement dans le cadre de la narcolepsie de manière complètement impromptue, et on pourrait considérer que finalement c'est ce filtre thalamique qui se mettrait en place de manière inappropriée, qui viendrait nous couper des afférences sensorielles et donc qui nous précipiterait dans le sommeil. Ce qu'on voit avec les stimulants de type amphétamine, caféine, modafinil, on sait qu'on entend régulièrement parler du fait qu'elles viennent booster la dopamine, elles viennent notamment booster la dopamine au niveau du cortex préfrontal, mais aussi au niveau striatal. Et donc, en fait, cet état d'activation striatale dopaminergique, issu de l'aire tegmentale ventrale, que vous voyez représenté avec le petit noyau noté ATV, et cette libération de dopamine va venir en fait faire sauter finalement la possibilité d'activation du filtre thalamique de manière excessive. Donc, c'est-à-dire, en fait, on va faire une promotion de l'éveil à travers cela, soit chez le sujet sain, parce qu'on va venir rétablir, par exemple, un état de sommeil diurne récurrent, excessif, une fatigue excessive, soit clairement dans le cadre de la narcolepsie avec l'enjeu de faire disparaître ces états en fait d'accès au sommeil inapproprié en journée. Alors, quand on regarde la pharmacopée de l'éveil, ça a déjà été évoqué finalement par mes deux collègues, mais pour resituer un petit peu les choses, je l'ai fait de manière caricaturale. Vous voyez l'ancien avec l'ancienne officine sur la gauche, donc avec l'oxybate de sodium, le Xyrem, le modafinil, le modiodal, et puis notre méthylphénidate et nos amphétamines. Donc ça, c'est nos vieux traitements, c'est relativisé, mais c'est nos vieux traitements plutôt qu'on connaît déjà bien finalement de la promotion de l'éveil. Et puis ceux qui sont sur la droite, c'est les nouveaux, donc le solriamfétol et le pitolisant, respectivement avec Sunosi, et puis Wakix et Ozawad. Je vais revenir sur ces noms pour clarifier un peu les choses. Alors, ce qui est pro-sommeil profond, on va en parler rapidement parce que finalement, celui-là, c'est pas celui qui est le plus utilisé, il est vraiment dans le domaine de la narcolepsie. Et donc, pas tellement dans ce qu'on a évoqué par ailleurs avec le domaine de l'apnée. Et là, cet oxybate de sodium, le Xyrem, en fait, il va avoir une action pro-sommeil. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, l'oxybate de sodium, c'est la même chose, c'est le GHB en réalité. Donc le GHB, on le connaît tristement comme drogue du viol. Et en fait, ce GHB en tant que médicament, on s'en sert comment? On sait qu'il va avoir à la fois des récepteurs propres. Il y a des récepteurs du GHB au même titre qu'on a des récepteurs des benzos au niveau des récepteurs GABA-A. Et il va se fixer en même temps sur les récepteurs GABA-B. Toujours est-il que cette promotion d'un effet GABAergique ou via ces récepteurs du GHB va avoir un effet
sédatif, c'est-à-dire qui va accompagner, qui va être dans le sens pro-sommeil, ce que je disais tout à l'heure, notamment sur une phase du sommeil, celle que vous voyez représentée sur le schéma, c'est-à-dire l'augmentation du sommeil lent profond, son intensification. Et c'est cette intensification de ce sommeil lent profond qui contribuerait, à contrario, en journée, à une amélioration de l'éveil, dans le cadre de la narcolepsie. Là, maintenant, on se rapproche de traitements qu'on connaît un peu mieux, puis qu'on utilise concrètement donc, en psychiatrie. C'est les pro-éveil. Alors, ceux qui sont dits amphétamiclaïs, ça ne veut pas dire, ça ne préjuge pas du fait que ce seraient des amphétamines. Hein, ça ne l'est pas, évidemment, pour le méthylphénidate ou le solriamfétol ou même le modafinil, mais simplement, il va y avoir une pharmacologie qui s'inspire d'eux. On va voir comment. Donc, sur ces 3 traitements, pour commencer avec le premier, le modiodal, le modafinil, donc tout est comme l'a défini Pierre-Alexis juste avant, effectivement, on ne sait pas fondamentalement comment ça marche. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des pistes, parce qu'on a un certain nombre d'indicateurs sur la façon dont ça peut fonctionner, par les données in vitro, par les données du préclinique. Et ce qu'on voit, c'est que le modafinil, il a une action d'inhibiteur de la recapture de la dopamine. Faible, mais elle existe quand même. Donc en fait, on va venir booster la dopamine, et notamment venir provoquer une activation dopaminergique des récepteurs D2 dans des cascades réactionnelles qui vont être sur le côté promotion des circuits de l'éveil avec la boucle telle que je l'ai évoquée tout à l'heure, cortico-striato-thalamocorticale. Donc on a ce premier axe-là, et puis on a des axes secondaires, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'évoquait Pierre-Alexis tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une activation dopaminergique initiale, notamment au niveau striatal, on voit qu'il y a des cascades d'effets qui vont se répercuter sur l'interrupteur veille-sommeil, avec notamment des effets prohistaminergiques. De l'autre côté, là, je l'ai mis à titre accessoire, mais c'est juste pour l'avoir en tête parce qu'on se pose souvent la question finalement de la contribution de la caféine. La caféine, donc, qui est aussi un stimulant, c'est de manière indirecte. On a de l'adénosine qui vient se fixer sur des récepteurs d'épurine, ce que vous voyez représenté sur le schéma de droite. Et lorsque cette adénosine se fixe, elle va être dans le sens de l'inhibition de l'activité dopaminergique des récepteurs D2. Et à contrario, quand on va avoir finalement de la caféine qui est un antagoniste de l'adénosine, qui va venir se fixer, elle empêche ce frein de la fixation sur les récepteurs dopaminergiques. Donc, on est aussi pro-dopaminergique, au même titre que ce qu'on a vu potentiellement avec le modiodal. Alors, quand on s'éloigne un petit peu donc, de cette substance-là pour aller vers le méthylphénidate et puis nos amphétamines, on a cette notion que ces substances sont des inhibiteurs de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez, l'élément central, c'est la petite croix que vous voyez représentée. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce sont des inhibiteurs de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline. On vient augmenter la densité en dopamine et en noradrénaline dans la fente synaptique. Le méthylphénidate fait ça de manière plus prononcée, par exemple, que le bupropion, mais de manière plus atténuée que les amphétamines. Ce que font les amphétamines, par exemple l'attentin qui peut être disponible en autorisation d'accès compassionnel en France, eh bien, cet attentin, c'est l'activité amphétaminergique. C'est quoi? On va venir en plus agir au niveau des récepteurs que vous voyez notés VMAT2, donc c'est les récepteurs vésiculaires, c'est-à-dire qu'on va faire une déplétion des monoamines. C'est un effet intensifié par rapport à ce qu'on a au méthylphénidate. Et en plus d'autres cibles, comme par exemple les récepteurs des traçamines, TAAR1 que vous voyez représentés là. Ces récepteurs des traçamines, ils sont connus de manière récente, ça date d'il y a une vingtaine d'années, mais on a remarqué que les amphétamines se fixaient aussi dessus. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux éléments, la fixation sur les récepteurs des traçamines, la fixation sur les récepteurs qui concourent à la déplétion des vésicules monoaminergiques, vont concourir vraisemblablement des effets addictifs, notamment des amphétamines, donc un effet beaucoup plus soutenu que ce qu'on a avec le méthylphénidate, par exemple. Alors, si on regarde donc là maintenant nos nouveautés, nos nouvelles substances qui ont déjà été un peu évoquées, on a le Sunosi, le solriamfétol. Donc quand on regarde, ça c'est la plaquette un peu du laboratoire, mais on peut réfléchir quand même dessus. Donc ça c'est proposé par les laboratoires Axum, c'était issu des substances du laboratoire Jazz Pharmaceutical, et on voit bien que les deux actions clés, c'est celles qu'on retrouve finalement avec le méthylphénidate, c'est l'inhibition de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline. On fait un boost sur ces deux neurotransmetteurs qui, encore une fois, vont contribuer finalement d'un déblocage, éviter la mise en place d'un filtre thalamique excessif en venant notamment stimuler au niveau dopaminergique, au niveau striatal. Quand on regarde donc la monographie de ces substances-là, de ce Sunosi, ce qu'on voit, c'est que c'est utilisé pour la narcolepsie, on l'a dit, et puis ça a été dit par Pierre-Alexis, donc le contexte aussi d'apnée du sommeil, qui est peut-être celui qui nous intéresse le plus finalement sur le versant psy. Des posologies un petit peu différentes dans l'initiation, c'est un peu en deçà quand on est avec le syndrome d'apnée du sommeil au départ versus narcolepsie, mais la dose max est la même, 150 mg par jour. Ce traitement, on peut le prendre au cours ou en dehors des repas, et c'est de toute façon à distance à chaque fois de la période de coucher pour éviter un impact bien sûr sur le sommeil, et c'est un traitement qui s'instaure par un médecin spécialiste, soit narcolepsie, soit dans l'apnée du sommeil. Les médicaments qui sont dits pro-éveil, donc histaminergiques, les antagonistes H3, donc c'est là où on a l'exemple du pitolisant, donc avec le Wakix et l'Ozawad. Donc là, juste pour resituer sur les
les différents types de récepteurs de l'histamine. On a les H1, les H2, les H3. Les H1, on les connaît bien. Quand on fait un antagonisme H1, on sait qu'on va dans la promotion du sommeil. C'est ce qu'on a, par exemple, avec du théralène, avec de la limémazine. On a plein d'autres substances antihistaminiques dont on connaît bien les effets sédatifs. Et puis, les H3, eux, ils sont intéressants parce que ce sont des autorécepteurs. Ils sont situés en présynaptique. Et comme souvent avec ces récepteurs en présynaptique, c'est des détecteurs d'un signal excessif au niveau synaptique en neurotransmetteurs. Si je me fixe dessus, c'est le signal qu'il faut arrêter de libérer du neurotransmetteur. A contrario, si j'utilise un antagoniste de ces récepteurs H3, je vais faire un effet de désinhibition de la libération. Donc, je vais dans le sens de la promotion du signal histaminergique. Donc là, vous voyez, c'est tel que c'est représenté par le laboratoire qui faisait la promotion du WAKIX. Donc, c'est une augmentation du signal histaminergique, et donc ça va dans le sens de ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait on a besoin de ce signal histaminergique au niveau cortical et au niveau de l'inhibition du promoteur du sommeil. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est l'éveil qui l'emporte avec le signal histaminergique qui va être renforcé. Donc ça c'est ce qu'on retrouve avec WAKIX et Ozawad. Juste pour vous les représenter, WAKIX c'est celui qui a fait l'objet d'un marketing du côté de la narcolepsie. Ozawad c'est celui du côté donc de l'apnée du sommeil. Ils ont chaque fois des propositions d'introduction de manière progressive. Donc vous voyez, première, deuxième, troisième semaine, c'est des doses un peu plus faibles en première intention à chaque fois avec Ozawad. Au même titre que ce qu'on avait vu avec Sunosi, on est plutôt sur des doses un peu plus faibles quand on est dans l'apnée du sommeil versus la narcolepsie. Donc là, vous voyez, pareil, la prise, c'est à chaque fois le matin. En tous les cas, les prises se font avant midi pour éviter également un impact sur le sommeil. Si je synthétise ce que je vous ai présenté là, donc là, la synthèse finalement de la pharmacopée de l'éveil, on a le pro-sommeil qui nous concerne un petit peu moins en psychiatrie, c'est le Xyrem, l'oxybate de sodium, et puis les pro-éveil. Pour s'y retrouver, on a ceux qui sont des amphétaminiques live au sens simplement de la pharmacologie, donc ceux qui inhibent la recapture de la dopamine et plus ou moins de la noradrénaline, c'est le modiodal, c'est le méthylphénylate et les amphétamines et c'est le solriamphétol. Et puis de l'autre côté, les histaminergiques, donc qui sont antagonistes H3, qui font une promotion de l'histamine, et c'est avec ça qu'ils font une promotion de l'éveil. C'est là où on va avoir WAKIX et Ozawad. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation, donc on va pouvoir faire la transition tout de suite avec mes collègues vers les questions. Merci beaucoup Hervé Javelot et Pierre-Alexis Geoffroy pour vos présentations. Donc on ouvre aux sessions de questions. Alors il y a déjà des questions sur le chat. Super intéressant. Catherine Roussel, pouvez-vous nous rappeler les effets respectifs sur le sommeil lent profond des benzodiazépines-like, neuroleptiques, antipsychotiques, nouvelle génération versus ancienne génération, antihistaminiques? Donc, on va ouvrir un autre webinaire pour aborder tout ça. Hervé ? Alors, là-dessus, je voudrais aussi vos éléments apportés. Bien sûr, là-dessus, on sait le côté, la façon dont ça marche, sur le côté, pour reprendre le côté, par exemple, benzo et puis anti-H1, parce que finalement, quand on évoque là, les neuroleptiques, les antipsychotiques, alors, il peut y avoir des effets qui sont contributifs du sommeil qui sont autres que les effets antihistaminiques. Ceci étant, les effets antihistaminiques sont au cœur de cette activité promotion du sommeil. Là, en termes d'effets, les benzos, typiquement, c'est un renforcement de l'activité GABAergique qu'on a évoqué tout à l'heure quand on a parlé de l'interrupteur veille-sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, on renforce l'activité du versant off, c'est-à-dire du VLPO. Donc, on sait qu'on fait la promotion sur ce côté-là. Ceci étant, il y a toujours des vices et des vertus à travers tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait comment on active les choses, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas pour autant déstructurant sur le sommeil quand on est davantage au long cours avec ces substances-là. Quand on est sur le versant antihistaminique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a des effets antihistaminiques, c'est pareil, on va faire, c'est ce qu'on avait représenté sur les petits schémas, là on voit bien aussi comment dans l'interrupteur veille-sommeil, on est sur le côté inhibition de l'interrupteur de la veille pour éviter qu'il ne se mette en place, mais on sait les effets contraires que ça peut avoir, c'est par exemple réussir à canaliser suffisamment la durée d'effet de ces substances-là. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend l'exemple des gens qui vont être sous mirtazapine, par exemple, donc antidépresseurs, quand bien même ils prennent le traitement le soir, un certain nombre vont se plaindre d'effets sédatifs en journée, d'une perte de capacité, de la qualité de l'éveil, etc. Et peut-être potentiellement encore plus quand les gens prennent des neuroleptiques, par exemple type olanzapine, qui sont fortement sédatifs, ou même les phénothiazines de type tertian, etc., qui sont fortement sédatifs. Alors, il faut être lucide aussi là-dessus, le versant sédatif est jamais complètement et rarement déconnecté du versant anxiolytique, donc on cherche des effets anxiosédatifs, mais régulièrement le versant sédatif l'emporte, il est excessif et donc il est délétère dans un certain nombre de situations.
Merci beaucoup. Effectivement, on voit toute l'implication des systèmes d'éveil et de sommeil en psychiatrie, à la fois du côté des maladies, de leurs mécanismes, mais également du côté des traitements qu'on manie. Et du coup, on a une question là de Michel Sabet qui nous dit… Juste, attends, Jean-Arthur, pour compléter quand même ça, parce que c'est important. Et effectivement, on a dans les autres grands messages à donner, c'est que on a une action GABAergique au niveau du VLPO, d'accord? Donc ça va sédater, ça va entraîner le sommeil. L'autre chose à dire qui est très très importante, c'est que cette action GABAergique au niveau du VLPO, comme le disait Hervé, malheureusement va être associée à des phénomènes de pharmacotolérance qui vont apparaître assez vite. Et vous savez que le warning qu'on a sur l'usage des benzodiazépines dans l'insomnie, il est de 4 semaines. Et pourquoi il est de 4 semaines? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir de 4 semaines, l'efficacité, notamment sur la latence d'endormissement, parce que c'est surtout sur ça en fait que les benzodiazépines vont vous sédater et le patient va tomber dans son sommeil sédaté. Ça ne va pas améliorer vraiment le sommeil lent profond. Chez certains, ça va d'ailleurs diminuer le sommeil lent profond, surtout chez ceux d'ailleurs chez qui ça va entraîner davantage d'apnée, puisque les benzodiazépines ont des propriétés mieux relaxantes et aggravent les apnées. Donc ça, il faut le dire. Patient apnéique non traité, pas de benzo. Vous aggravez ces apnées, il fera encore plus d'arrêt respiratoire, de fragmentation de son sommeil, encore moins de sommeil lent et encore moins de sommeil lent profond. Donc une fois qu'on on s'est prémuni, on va dire, de tous ces effets-là, chez le patient insomniaque classique d'endormissement, au bout de 4 semaines, l'effet sur la latence d'endormissement disparaît. Et donc, il va falloir reprendre des benzodiazépines à une dose plus importante pour retrouver l'effet sur la latence d'endormissement. C'est ça qu'on appelle l'accoutumance ou la pharmacotolérance, et pas l'addiction, qui est une perte de liberté. Et donc, attention, le warning de 1 mois de benzodiazépine, il est fait sur l'insomnie, il est fait sur ces questions-là. Donc vraiment, c'était un point important, je pense, à Cyril. Oui. Alors, du coup, donc on a vu que les systèmes d'éveil et de sommeil sont importants. Justement, sur ces nouveaux traitements, solriamfétol, pitolisant, y a-t-il des RCT réalisés spécifiquement en psychiatrie ou pas? Et à ma connaissance, non. Mais c'est bien l'enjeu de pouvoir dire, à partir du pied dans la porte qu'a été celui de la somnolence résiduelle post-traitement d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, se demander si la somnolence résiduelle post-traitement d'un trouble dépressif caractérisé ou d'un trouble bipolaire pourrait faire l'objet d'un traitement éveillant. Si ça fait partie des recommandations de certains recommandations internationales, il n'y a pas eu d'essai contrôlé randomisé dedans, quoi. Non, absolument. Et c'était la question, peut-être, ça permet de dire bonjour à nos copains de Strasbourg, Henri Conté et Nathalie Sigal, qui parlaient justement chez ces patients déprimés aussi de la privation de sommeil thérapeutique, notamment avec plein d'hypersense. Alors, quid de la privation de sommeil thérapeutique? Donc, je ne sais pas, Nathalie, là, si tu entendais du coup la privation de sommeil comme traitement antidépresseur, qui est une stratégie antidépresseur rapide qui n'est pas trop faite en France, qui est beaucoup fait en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, etc., mais pas trop en France. En tout cas, cette privation de sommeil, effectivement, quand elle est réalisée, et elle est combinée aussi avec une resynchronisation de l'horloge et souvent avec de la luminothérapie, elle entraîne de la somnolence chez les patients de manière assez importante. On peut, chez certains patients, et là c'est vraiment de la cuisine locale, mais certains vont effectivement rajouter du modiodal en journée pour booster l'éveil, pour permettre l'éveil et que le retentissement soit un peu moins important, mais ce n'est pas le protocole classique. Et vraiment, on est dans des cadres là vraiment de protocole expérimental, etc. Et si, Nathalie, tu parlais de la privation de sommeil chronique chez les patients déprimés qui ont une somnolence diurne excessive, effectivement, là, en cas de résistance aux stratégies antidépresseurs classiques, les traitements éveillants ont une indication après exploration à la fois cardiaque et en centre du sommeil. Est-ce que les antagonismes de H3, y a-t-il un risque d'aggravation des réactions inflammatoires? À ma connaissance, non, c'est pas rapporté dans la monographie. Alors après, il y a peut-être ce qu'on peut évoquer là-dessus, c'est les risques
entre guillemets, majeurs qui peuvent exister, qui sont les plus intuitifs en termes de pharmacologie, surtout sur le versant psy. Effectivement, quand on booste l'histamine, un des risques peut avoir, parce qu'on l'a bien en tête, ce qu'on évoquait justement avec le côté antihistaminique. Quand je suis antihistaminique, je peux être anxiosédatif, on l'a en tête avec l'atarax, l'hydroxyzine, etc. Donc effectivement, le boost histaminergique, lui, peut donner quelque chose qu'on connaît bien, c'est le rebond anxieux, c'est l'anxiété, de donner un surplus d'anxiété. Donc ça, c'est décrit effectivement dans la monographie. Et l'autre petite chose associée à ça qui est importante, c'est qu'effectivement, quand on booste l'histamine sur le versant de l'éveil, on sait qu'on a quand même beaucoup de patients qui ont des traitements qui ont des effets antihistaminiques. Donc effectivement, on peut venir antagoniser potentiellement des effets antihistaminiques d'autres traitements. Alors, soit ils ne sont pas recherchés, et on peut dire que ce n'est pas problématique, mais si ces effets étaient recherchés pour un potentiel anxiolytique, on peut venir les contrer. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et pour le pitolisant, qui peut le prescrire? Faut-il travailler dans un centre du sommeil? Faut-il des TIL avant ou un simple report suffit? Des précautions, des délais d'action? À quelle fréquence il faut revoir le patient? Alors, Hervé, tu l'avais dit, le pitolisant, c'est un médecin spécialiste du sommeil. Alors, ils ont les mesures objectives, type test itératif de latence d'endormissement ou test de maintien d'éveil, ne sont pas nécessairement utilisés pour poser les critères de qui il faut traiter. Ça peut être des aides, mais le TIL a été essayé pour poser des diagnostics de narcolepsie et d'hypersomnie idiopathique, et le test de maintien d'éveil a été essayé au regard d'un risque accidentel. Donc en fait, les seuils objectifs sur les mesures objectives ne sont peu corrélés au degré de répercussion fonctionnelle que représente la somnolence dans la vie quotidienne. Donc en fait, il y a des recommandations qui viennent de sortir dans la revue Médecine du sommeil, où on a fait un arbre décisionnel multidimensionnel. On a appelé ça un blob décisionnel parce que la réflexion clinique est complexe et parallèle au regard de toutes les dimensions que Pierre-Alexis vous a montrées dans sa présentation. Et donc l'idée, c'est d'évaluer la somnolence au niveau des répercussions fonctionnelles qu'elles ont sur la vie quotidienne et d'essayer d'attribuer cette somnolence à quelque chose qui est altéré dans le cerveau, auquel on ne peut pas attribuer ça de manière complète à un autre trouble du sommeil ou au traitement psychotrope actuel. Donc voilà la réponse, peut-être pas la plus opérationnelle, mais voilà. Donc en fait, pour le moment, c'est quand même hors AMM. Si on a le droit de le faire, et Pierre-Alexis l'a soulevé, faire du ski hors-piste, on a le droit, mais le risque doit être partagé et on doit le faire de manière rigoureuse. Donc les webinaires, ils permettent de voir un peu le futur. Il est très probable que ça va s'ouvrir dans le champ de la psychiatrie, mais pour le moment, l'AMM, on ne l'a pas dans la dépression. Pierre-Alexis, je ne sais pas si... Non, mais tu as effectivement tout dit. Je suis complètement... voilà, c'est toujours cette difficulté de la plainte clinique que vous avez en face, son évaluation, sa répercussion et ce souhait d'objectiver un peu la somnolence. Globalement, il y a une limitation de toute façon de prescription pour les centres spécialisés de ce genre de traitement. Et là où je vous invite, c'est vraiment d'aller discuter. Il y a des staffs de plus en plus pluridisciplinaires avec les centres de sommeil, d'aller à ces staffs, d'échanger avec les médecins du sommeil pour aller sur ces prescriptions hors AMM qui vont arriver de plus en plus en psychiatrie. Parce que cette plainte d'hypersomnolence, on l'a dit, c'est associé à plus de résistance, plus de rechute et puis un pronostic fonctionnel des patients important. Donc il y a vraiment une culture à avoir et à poursuivre en vue de ces différents traitements-là. Il y avait une question juste rapide sur l'ICSD-3-TR. Est-ce que c'est en cours de traduction en France? Je n'ai pas la réponse. l'ICSD-3 qui est traduite, qui est derrière moi, je regardais tout à l'heure, là où il y a mon doigt, tout juste là. Qui est déjà disponible et qui est traduite par la Société française de sommeil. Mais TR, je ne sais pas. Jean-Arthur, tu as des infos? Non, elle est sortie en... Non, je ne pense pas qu'il y ait de processus à la SFRMS de traduction actuellement, mais on s'enseignera. Une dernière question, du coup. Caféine a des effets éveillants via la dopamine. Y a-t-il des études qui comparent caféine et autres traitements? Alors oui, mais moi j'avais l'idée que pour avoir les mêmes effets éveillants que le mododal, il fallait avoir des effets secondaires assez gênants de la caféine, mais je ne sais pas, Hervé.
C'est ça. En fait, la difficulté qu'on a avec la caféine, c'est par exemple ne serait-ce que la définition de la dose max. C'est-à-dire qu'en fait, l'OMS propose 400 mg par jour. Alors, le 400 mg, il est flou parce qu'on peut avoir des cafés qui ont 100 mg, d'autres, certains cafés très serrés qui peuvent flirter avec les 400. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est régulièrement les plus hautes doses qui commencent à être contributives. Après, c'est quelque chose à nuancer quand même. Je crois que Jean-Arthur, il y a quelques années, tu avais travaillé là-dessus aussi, c'était le côté de toutes ces substances pro-cognitives, pro-éveillantes chez le sujet sain. La problématique, c'est toujours ça aussi, c'est d'où on part au plan cognitif et qu'est-ce qu'on améliore finalement avec ces traitements pro-cognitifs. La caféine, elle fait un peu le même modèle, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des difficultés, certaines doses de caféine peuvent améliorer, et quand il n'y a pas de problème, ça a plutôt tendance à détériorer. Donc, c'est aussi subtil par rapport à ça. Mais en tous les cas, finalement, assez peu de données, on va dire, caféine en tant que médicament pro-éveil, en fait, finalement. Bon, mais il me reste à conclure. Donc, merci beaucoup Hervé et Pierre-Alexis pour vos présentations. Merci à Come2Evidence pour l'organisation logistique de ce webinaire. Donc, retrouvez toutes les webconférences sur la FPBN. N'hésitez pas à faire votre demande pour être membre et on sera ravis de vous retrouver au nom de la FPBN au prochain webinaire le jeudi 21 septembre à 12h30 avec la possibilité de vous inscrire, bien sûr, comme pour celui-ci, sur le site de la FPBN. À bientôt, bon après-midi. À bientôt. Merci.